Haïti et les autres panélistes, ils sont à Cuba, aux Antilles et au Brésil. Donc, vous verrez, c'est une équipe qui ont des profils divers et assez complémentaires. Donc, on est en train juste de donner quelques minutes pour que les gens arrivent, pour que le public arrive. Certains d'entre vous peuvent aller prendre un café et revenir dans quelques secondes. On va démarrer dans quelques secondes pour parler de cette question qui est une question très importante, l'éducation au risque. On a vu à quel point elle était importante l'année dernière, quand il y a eu le début de la pandémie, mais au bout du compte, on a pris conscience de l'importance de cette question, qui est une thématique qui existait déjà, dont qu'on prenait en considération, mais sans être vraiment conscient peut-être de l'importance de cette éducation qui est nécessaire, qui est, on nous le verra, une thématique qui est transversale, qui n'est pas restreinte à la question sanitaire, une éducation aux risques, les risques naturels, les risques technologiques, et une question aussi qui est transversale au sens où elle exige l'implication de différents acteurs, d'acteurs de différentes natures. On donne juste quelques minutes. On voit que certains sont connectés depuis le Liban, la Roumanie. Je reconnais le nom de certaines personnes qui sont à Paris, en Haïti. Donc, soyez les bienvenus. On va juste donner quelques minutes, quelques secondes pour pouvoir démarrer cette discussion. Je suis sûr que ça va être une discussion passionnante sur l'éducation au risque. Vous pouvez nous suivre donc depuis la salle, cette salle sur Zoom. Certains sont déjà connectés sur la page Facebook de l'AUF et la page Facebook de l'AUF Caraïbes. On va peut-être démarrer. Il est 10h05 ici en Haïti. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour où que vous soyez. Vous êtes très nombreux, comme je le disais, sur Zoom et sur Facebook aujourd'hui. Depuis mars 2021, l'Agence universitaire de la francophonie propose ce cycle de webinaires, un cycle qui s'adresse au grand public et qui vise à valoriser l'actualité des réseaux francophones. Ces webinaires sont organisés en partenariat avec le portail The Conversation France. Et ce sont des rencontres où nous avons des échanges assez dynamiques entre des experts francophones du monde entier et le grand public. Nous avons 2 séances par mois où sont débattues quelques thématiques en rapport avec les grandes préoccupations d'aujourd'hui, les grands thèmes traités par les sciences aujourd'hui. Et donc, ces rencontres qui comprennent aussi la participation du public sur Zoom et sur Facebook. Ce cycle de webinaires est une initiative portée par la direction des réseaux de l'AUF, direction des réseaux où vous avez notamment Katinka Birna et Muriel Cordier qui sont les organisatrices de ces rencontres et que je salue au passage. La direction des réseaux qui joue un rôle très important à l'AUF parce qu'elle vient justement valoriser ce potentiel de l'AUF de mettre en contact, de mettre en relation des personnes provenant de pays différents et qui ont des profils différents. C'est un peu, et ce webinaire représente un peu, ce que nous appelons à l'AUF la francophonie scientifique. Cet espace qui est défendu par l'AUF, qui est un espace d'échange, de coopération entre des acteurs aux profils divers, aussi bien des chercheurs, des enseignants que des étudiants, des institutions éducatives, des pays, des États, des gouvernements, et donc des acteurs issus de différents pays et qui échangent grâce à un dialogue basé sur l'esprit de solidarité. Donc, au mois de mai, nous avons le cycle de webinaire s'est consacré au rapport entre les sciences et la société et les sociétés. Après une séance avant-hier sur sciences citoyennes, sciences participatives, nous voici aujourd'hui pour parler de l'éducation au risque, un objectif pour tous.
Moi, je suis Saulo Neiva, je suis à Port-au-Prince, où depuis fin 2018, j'ai le plaisir de diriger l'AUF Caraïbes. Et aujourd'hui, je serai avec vous et avec nos 4 panélistes dont je vais vous parler tout à l'heure, pour aborder cette question cruciale, l'éducation au risque, et surtout cette dimension nécessairement collective de l'éducation au risque. Nous avons tous constaté depuis le début de la pandémie de coronavirus que l'éducation au risque, nous l'avons constaté pour le domaine sanitaire, l'éducation au risque s'est imposée comme une préoccupation majeure pour tous, pour les collectivités, pour les États, pour les institutions éducatives, pour des acteurs des segments publics et privés. Mais notons que le domaine de l'éducation au risque existait déjà avant la pandémie. Il va continuer aussi à exister si un jour nous vivons dans un monde post-pandémique, et j'espère que ce sera le cas, nous l'espérons tous. Notons aussi que l'éducation au risque ne se limite pas seulement au risque sanitaire. On va en parler tout à l'heure. Elle couvre un domaine beaucoup plus vaste, un domaine qui comprend des risques d'autre nature, des risques de catastrophes naturelles ou des risques technologiques, par exemple. Et il nous faut donc faire appel à différentes ressources pour pouvoir tenir compte de ces différents types de risques. Et troisièmement, précisons que quand nous parlons d'éducation, nous parlons d'un domaine qui se distingue de la simple transmission d'informations. L'éducation au risque ne se réduit pas à une simple politique d'information sur les risques, dans la mesure où l'éducation passe nécessairement par une transformation durable des sujets et des sociétés. Ainsi, l'éducation au risque réclame l'engagement de différents acteurs, une approche à la fois opérationnelle et culturelle, impliquant l'acquisition d'informations, l'apprentissage de la planification, de l'anticipation, la gestion des effets des risques, mais aussi la transmission d'un certain nombre de comportements et d'habitudes individuelles ou collectives. Ce sont des thèmes dont on va parler tout à l'heure dans le cadre de cette discussion. Donc, c'est pour cette raison que l'éducation au risque constitue un segment central de l'éducation au développement durable qui est un centre d'intérêt pour certains de nos panélistes qui travaillent, qui font de la recherche dans ce domaine. Et l'éducation au risque est aussi un domaine qui suppose une bonne compréhension des relations entre les questions environnementales, socio-économiques et socio-culturelles. Donc, vu la dimension transversale de l'éducation au risque, nous avons souhaité réunir des spécialistes au profil variés par leur rôle institutionnel et par leur formation, mais des profils aussi complémentaires, ce qui devrait nous permettre d'avoir aussi des points de vue, ainsi de points de vue eux aussi variés et complémentaires sur cette vaste problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Nos 4 panélistes sont rattachés à 4 pays différents de la Caraïbe et de l'Amérique latine, Haïti, Cuba, les Antilles françaises, plus concrètement la Guadeloupe et le Brésil. Caraïbes, Amérique latine, qui est une zone particulièrement touchée par certains risques communs. C'est le cas de la prolifération incontrôlée des sargasses, qui s'explique en partie par l'élévation de la température des eaux maritimes. On va très certainement parler de ça tout à l'heure. Et la zone Caraïbes-Amérique latine est aussi une zone vulnérable face à de nombreux risques naturels ou technologiques qui touchent plus particulièrement telle ou telle zone. Dans certains cas, le risque de cyclone, dans d'autres cas, le risque de tsunami, dans d'autres cas, le risque d'inondation ou de séisme. Avant de passer la parole à nos panélistes, je vous rappelle que si vous nous suivez sur Zoom ou sur les pages Facebook de l'AUF ou de l'AUF Caraïbes, vous pouvez nous poser vos questions pour un échange avec nos panélistes. Vous trouverez une présentation plus longue des 4 panélistes en consultant la présentation de notre webinaire, mais rappelons juste quelques informations sur chacun d'entre eux. Je quitte donc Port-au-Prince pour me rendre à Santa Clara, à Cuba, où se trouve le professeur Fernando Martirena Hernández. Bonjour Fernando, vous êtes professeur à l'Université centrale de Las Villas, docteur à l'Université de La Havane, et vous réalisez des recherches en parfaite cohérence avec les grandes préoccupations de développement durable, notamment en vue de la production d'un béton écologique à haute teneur en adjuvants minéraux. Vous avez été le lauréat d'un des prix mondiaux de l'habitat décernés par les Nations Unies. Bonjour Fernando.
Merci beaucoup, Saulo, pour la présentation. C'est un plaisir pour moi à participer ici. La seule chose qu'on doit dire que je m'excuse parce que mon français n'est pas très bon pour cette webinaire, mais ça marche. Merci. Merci, Fernando. Nous allons maintenant à la Guadeloupe où se trouve Gerardo Cebrián Torrejon. Vous êtes maître de conférence, Gerardo, à l'Université des Antilles, où vous dirigez notamment le projet COVID-Chim, connaissance et valorisation chimique de la pharmacopée caribéenne contre la COVID-19, un projet qui est financé par l'AEF dans le cadre du programme mondial COVID-19 de l'AEF. Vous avez une double formation en pharmacie et en biochimie et un doctorat en chimie par l'Université Paris-Sud. Bonjour Gerardo. Bonjour de la Guadeloupe. Oui, on travaille ici en Guadeloupe depuis 2018 comme maître de conférence dans différents projets de recherche. Entre ces projets de recherche, on a eu la chance de compter avec l'AEF pour travailler sur la recherche contre le Covid et la valorisation de la biodiversité et la pharmacopée locale. Merci. Merci Gerardo. Avant de revenir à Port-au-Prince, nous nous rendons à Recife au Brésil, d'où nous parle Moacir Araújo, qui est vice-recteur à l'université fédérale de Pernambouc. Bonjour Moacir, vous êtes professeur au département d'océanographie de votre université, titulaire d'un doctorat en physique et chimie de l'environnement, et vous êtes membre du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat pour le 6e rapport d'évaluation des Nations Unies. Bonjour Moacir. Bonjour Saulo, bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être ici. Tout d'abord, je voudrais remercier l'AOF, en particulier à l'AOF, à la direction, Saulo de Caraïbes, pour cette invitation et aussi, bien sûr, saluer mes collègues qui sont ici avec nous pour discuter un peu sur un thème assez important de l'éducation au risque. Donc, c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Moacir. Et pour saluer notre 4e panéliste, revenons donc à présent à Port-au-Prince, pour saluer Maggie Durcé. Maggie Durcé, vous nous parlez depuis le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'Haïti, où vous exercez les fonctions de secrétaire d'État à la formation professionnelle, un domaine qui est particulièrement concerné par l'éducation au risque. Vous avez déjà été ministre du Commerce et de l'Industrie, directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle et vous êtes titulaire d'un doctorat en management par The Atlantic International University aux États-Unis. Bonjour à vous, Maggie, qui nous parlait de Port-au-Prince comme moi. Bonjour, Saulo. C'est un plaisir d'être avec vous. Je salue toute l'équipe de l'AEF et je vous félicite pour votre dynamisme. Je salue les panélistes, les participantes et participants des différents pays. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour partager ce beau sujet, même si je suis secrétaire d'État à la formation, mais mon essai, c'était sur l'amélioration de la gestion des risques par l'approche collaborative. Et drôle de coïncidence, cette semaine, je sors un roman sur le tremblement de terre qui s'appelle « La cité des survivants » et qui va être un livre folie pour signature en juin prochain, début juin. Merci Maggie. Donc je vais justement, je ne vais pas vous lâcher parce que je vais commencer par vous poser une question. En vous fondant sur votre expérience actuelle comme secrétaire d'État à la formation professionnelle, par quels moyens, à votre avis, pourrions-nous mieux préparer les systèmes éducatifs à affronter les risques et atténuer leurs effets, en proposant une véritable éducation au risque et pas seulement une démarche informative au sujet des risques. Donc, c'est une question que je vous pose en tant que secrétaire d'État, mais nos panélistes vont aussi apporter leur point de vue en tant qu'enseignants-chercheurs ou responsables de la gouvernance d'université. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux préparer les systèmes éducatifs à affronter les risques et atténuer les effets des risques? Bon, vous savez que dans quel que soit le pays, la gestion des risques et des désastres naturels recèle beaucoup de lacunes qui sont perçues, bien entendu, comme des obstacles majeurs à la poursuite du développement durable que nous recherchons tous et toutes. Donc, c'est un sujet qui est d'une grande pertinence scientifique et qui répond, selon tout le monde, à des besoins humanitaires criants.
Donc, il est tellement alarmant que l'État se doit d'accompagner toute action de prévention, de préparation qui peuvent constituer des moyens efficaces de renforcement de la résilience des communautés. Et d'ailleurs, c'est cette raison qui nous réunit virtuellement aujourd'hui pour pouvoir discuter de ce rôle que l'État doit jouer pour améliorer la gestion des risques au niveau du système éducatif. Et l'éducation, c'est un puissant agent de changement. Donc, c'est à travers l'éducation qu'on peut trouver les vecteurs considérables pour aborder, à notre avis, et quel que soit le sujet, quel que soit le domaine d'intervention. Donc, l'éducation est essentielle à la réalisation des objectifs et de développement durable. Et ceci dit, nous ne pouvons pas réaliser grand-chose, nous ne pouvons pas changer les paradigmes sans utiliser l'éducation qui est à la fois un outil et un instrument. Maintenant, comment peut-on préparer les systèmes éducatifs à affronter les risques de désastres et à atténuer leurs effets? Et nous pensons qu'il faut partir de la formation des enseignants et des enseignantes à l'éducation au risque. Parce que on dit d'abord la formation des enseignants avant même d'introduire l'éducation à la gestion de risque, qui serait une deuxième proposition. Parce que si les enseignants, les formateurs, les professeurs, ils ne maîtrisent pas eux-mêmes la gestion, quels sont les outils qu'on a besoin en termes de communication, en termes de prévention, en termes d'action directe quand c'est déjà produit, donc ils ne pourront pas transmettre à des élèves ou bien des apprenants, sinon des étudiants, comment eux-mêmes pouvoir gérer à la fois pour leur famille, à la fois pour leur communauté et à la fois pour la nation, si vous voulez, tout entière. Donc, nous pensons que la formation des enseignants est importante et à l'éducation d'abord et à travers des modules spécifiques et surtout des modules qui ne sont pas forcément copiés par rapport à d'autres pays parce que chaque pays à son système et à ses risques naturels. Il y en a qui ont des inondations assez souvent, il y en a qui sont sur une tente sismographique et qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il faudrait, à notre avis, regarder, identifier quels sont les risques et créer, élaborer les modules de formation en fonction de ces risques, en fonction de la culture de la communauté, de la nation, si vous voulez, et en fonction des pratiques habituelles liées à cette société. Et puis, quand même faire des simulations, parce que ça arrive, on a pu constater qu'en Haïti, on a eu plus de 250 000 morts, mais beaucoup de gens pouvaient être sauvés si au moins il y avait des formations, si au moins il y avait des informations, si au moins il y avait des séances de simulation. Moi, j'aurais pu être victime parce que j'ai vu la maison où j'étais à une boutique et puisque bon, je suis dans la mode, j'étais à un magasin de mode, mais j'ai vu que c'était en train d'être secoué comme des feuilles de papier, mais je suis restée, je me suis accrochée en pensant que ça allait passer. Pourtant, cette maison pourrait tomber carrément et j'aurais perdu la vie. Donc, je pense que la formation est importante, mais aussi introduire l'éducation à la gestion des risques dans les écoles depuis le niveau fondamental pour que les enfants puissent déjà eux-mêmes commencer à s'habituer et à se préparer pour pouvoir sauver leur vie et plus loin, sauver la vie des autres au cas où il y aurait un risque éventuel. Merci beaucoup, Maggie. Donc, de vos propos, je remarque trois grands éléments. Donc, le rôle clé des enseignants et de peut-être d'autres acteurs qui peuvent faire cette transmission. L'importance de prendre en compte le contexte pour faire une transmission d'une éducation qui soit adaptée au contexte, aux risques locaux, mais aussi aux cultures, aux habitudes culturelles. Et l'importance de proposer une éducation fondée sur la pratique. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite réagir à ces propos, Fernando, Moacir ou Gerardo? Donc, ces trois éléments, le rôle clé de l'enseignant pour transformer le système éducatif par rapport à la prise en compte des risques,
l'importance de partir de la réalité locale et ne pas transposer une éducation qui serait arrivée de l'étranger et inadaptée, et l'importance de transmettre ces enseignements grâce à des exercices pratiques et à une prise en compte de la pratique. Fernando? Oh, moi aussi. Fernando, s'il vous plaît, si vous voulez, je parle après. Hein. Oui, oui. Après vous, je parle après vous. OK. Donc, dans le sens de ce qui a été apporté par Madame Doucet, Maggie, très bien, très centré. Le micro, en fait. moi aussi, s'il vous plaît, le micro, un peu plus. Oui, ouais. parfait. Excusez-moi. C'est bon là, maintenant? Oui. Voilà, donc dans le sens de ce qui a été apporté par Maggie et Madame Doucet, en fait, je voudrais vous parler un peu de l'expérience qu'on a ici au Brésil. Donc, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle Apprendre à prévenir, et qui c'est un programme à cheval. Et il s'appuie dans un côté dans le Centre national de surveillance d'alerte en cas de catastrophe naturelle, qui s'appelle CEMADEM, et aussi dans le réseau brésilien de recherche sur le changement climatique mondial, c'est la Rede Climat, donc, qui sont attachés au ministère de Sciences, Technologies et Innovation, en fait, tous les deux organismes. Et en fait, il s'agit d'aller à l'enseignement, pas seulement l'enseignement supérieur, mais surtout en amont, quoi. C'est-à-dire primaire, élémentaire, lycée, où on fait des interventions sur justement ce thème, c'est-à-dire sur les gestions des risques, sur l'éducation au risque. Donc, je pense que c'est un très, très bon exemple de succès. Ça a été reconnu d'ailleurs par la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, UNFCCC, comme des bonnes pratiques, aussi pour l'American Geophysical Union, qui a donné un prix pour cette initiative de le cadre de sciences de la Terre et de l'espace. Mais je pense que c'est surtout à la fois le passer les idées, les concepts, à la fois aux enseignements et aux étudiants, aux élèves. Et c'est très, très intéressant, ça apporte beaucoup de résultats. Et il s'est fait tout au long de différents départements, de différents États au Brésil. Ça, c'est une approche que je considère que c'est un bon exemple de bonnes pratiques. Et c'est tout à fait remplaçable ici au Brésil comme ailleurs. Donc, déjà, je pense que ce genre d'initiative, ça porte les trois axes, Saulo, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et ça donne un effet pratique très, très, très important parce qu'on va directement aux endroits, c'est-à-dire aux établissements publics et privés. Donc, ça fonctionne comme une espèce de volontarisme, c'est-à-dire les établissements contactent les programmes et disent on veut vous recevoir. Donc, à ce niveau-là, on va directement au établissement, n'importe où il soit, hein, parce qu'on a ces deux réseaux que je vous avais parlé tout à l'heure, les CEMADEM et la Rede Climat, qui sont assez capillaires dans tous les pays. Et on a toujours quelqu'un dans chaque département qui peut aller dans cette école et faire ces contacts. Et à partir de là, nous aussi proposons des changements au niveau des programmes pédagogiques. Donc, ça aussi, ça change parce qu'en fait, on est capable de changer et de proposer la gestion des risques, l'éducation aux risques au niveau des programmes didactiques et pédagogiques. Et là, je pense, d'ailleurs, Saulo, d'ailleurs, je pense que la UF a un rôle à jouer là-dessus aussi, hein, parce qu'il ne faut pas garder l'idée qu'on doit partir de l'enseignement supérieur, quoi. Il faut absolument attaquer en amont. Absolument attaquer en amont. Il faut absolument parler aux enfants depuis le début
que l'éducation et risque, c'est quelque chose qu'on doit internaliser, si vous voulez. Hein. On doit avoir ça dans toute notre vie, plus que jamais, pas seulement à cause de la pandémie d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des risques sanitaires, mais aussi tous les genres de risques technologiques, des risques de l'environnement, changement climatique, etc. Donc, Moacir, donc cette démarche qui est transversale, où vous avez une initiative de la société civile, mais avec le soutien de l'État et vis-à-vis des écoles qui se portent volontaires. Donc, exactement. Exactement. Et on intervient à différents niveaux, c'est-à-dire formation de formateurs, mais aussi formation des élèves, des étudiants, et par exemple gouvernance, révision des curricula et des programmes d'enseignement. Exactement. Toujours sur la base de volontarisme, c'est-à-dire, bon, donc l'établissement doit venir nous chercher. On a très bien répandu à travers des réseaux, etc., cette initiative. Mais là, on voit une vraie révolution, je dirais, hein, vis-à-vis de l'éducation au risque au Brésil. Oui, c'est une initiative, comme vous l'avez dit, qui rejoint pleinement la méthode qui est développée, que la UF utilise, cette méthode d'une francophonie scientifique. On associe différents acteurs, on pense de façon transversale. Mais je voudrais écouter ce que Fernando et Gérard ont à nous dire à ce sujet. Est-ce que, Fernando, par exemple, est-ce que ça rejoint, ces remarques rejoignent ce que vous connaissez de la réalité dans l'enseignement, dans le système éducatif cubain, ou quelles sont vos expériences et vos perceptions sur ce sujet? Oui, merci. La première chose qui est importante, comme Madame Doucet a dit, c'est l'information. Disséminer l'information sur les étudiants, mais on doit chercher les moyens adéquats pour communiquer à les étudiants. Il y a beaucoup, à l'université, il y a beaucoup de personnes qui sont ensemble dans une place. D'habitude, c'est fermé et les risques sont grands pour la dissémination de la pandémie. On doit chercher, par exemple, les réseaux sociaux. Ils sont les plus importants pour les jeunes. Tout sur les réseaux sociaux, c'est très important à disséminer l'information sur le réseau. La deuxième chose, dans notre expérience, c'est l'expérience pratique. Dans le temps de pandémie, toutes les universités cubaines sont devenues un hôpital d'émergence. Et beaucoup d'étudiants ont travaillé à volontaire comme l'assistant dans l'hôpital. Cette expérience est communiquée aussi par le réseau, la réseau social. C'est aussi plus important parce que les jeunes, les étudiants peuvent connaître les risques de la pandémie. Et il y a aussi d'autres mesures comme par exemple l'information de la masque faciale. C'est plus facile à faire, mais quelquefois on ne fait pas le masque facial. C'est important à disséminer l'information. Merci beaucoup. Donc, merci Fernand. Donc, l'importance de ce travail d'information, je disais au début, ce n'est pas contradictoire, mais je disais que la transmission d'informations n'est pas suffisante. Il faut, si on pense en termes d'éducation, mais s'appuyer sur, par exemple, les réseaux sociaux pour transmettre les informations. Et c'est là qui entre la deuxième partie de votre propos, ce travail d'engagement. Donc, l'université qui est associée à un programme d'éducation, de prévention, qui est un programme qui concerne toute la société. Donc, l'université où vous enseignez, l'UCLV, a notamment bénéficié d'un soutien de l'AUF pour un programme qui est très intéressant, qui a permis aux hôpitaux et aux centres d'isolement de tout le pays, de tout Cuba, de bénéficier d'un système de mensuration de l'électricité à distance, ce qui a réduit les déplacements des techniciens qui vérifient la consommation d'électricité, et donc ce qui a réduit aussi la transmission, le risque de transmission. Merci Gérardo. Est-ce que vous voulez intervenir? Je remarque que sur le chat, vous avez un certain nombre de liens qui ont été publiés. Moacir a publié
un lien sur le CAMADEN, qui est le Centre national de surveillance alerte. Je vous invite à consulter le chat pour suivre en parallèle cette discussion avec les informations qui sont apportées par les uns et les autres. Gerardo, donc, par rapport à cette discussion, comment faire le nécessaire pour que le système éducatif développe une démarche d'éducation au risque? Donc, vous, de votre côté, en tant qu'enseignant-chercheur aux Antilles, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à vos étudiants, par rapport au système universitaire ou les écoles? Merci, Saulo. Je suis totalement d'accord avec moi aussi, José Fernando, avec ses propos. Et je vais reprendre un peu les mots de Madame Dourcet quand elle a parlé de l'importance du contexte et la pratique dans l'enseignement. Et il y a un cas pratique que nous avons ici en Guadeloupe. Depuis 3 ans, on travaille avec vraiment des étudiants très, très jeunes, sont des lycées, écoles, dans un programme qui s'appelle les apprentis chercheurs. Donc, une fois par mois, les jeunes qui sont vraiment très, très, très jeunes viennent au laboratoire pour travailler dans les projets de recherche. Okay? Donc, cette année, avec les problèmes qu'on a eu du Covid, on a fait un projet avec des chercheurs, des jeunes, sur la valorisation de la biodiversité locale, des plantes médicinales, pour traiter des maladies de routine, ça veut dire les maladies qu'on peut avoir, la fièvre, mal à la tête, diarrhée, etc. etc. Et avec eux, ça supposait une conscientisation très grande de 2 choses. L'importance de préserver la biodiversité locale, qui dans un contexte d'une île comme Guadeloupe, c'est hyper important, mais aussi l'importance de sa culture, la culture créole que nous avons ici à base de travail avec les plantes médicinales, etc. Donc, fruit de tout ce travail avec eux, on a réussi à publier un article dans un journal au Paraguay qui s'appelle Esteviana, avec le travail de cette petite jeune. Donc, finalement, c'était bien parce que pour eux, ils ont participé dans un projet à l'université, un vrai projet de recherche qui a fini avec un vrai article scientifique. Et ça les a permis d'ouvrir cette vision de dire on doit préserver la biodiversité que nous avons parce que c'est ça qu'on a ici. Si on perd ça, on ne pourra pas faire front à, comme vous avez parlé, les problèmes de cyclones, les problèmes d'épidémie, etc., etc. Donc, nous, en plus de l'éducation universitaire, recherche, etc., on essaie de travailler beaucoup avec des jeunes, avec cette idée de projet. Et c'est un projet très intéressant, qui s'appelle Apprenti chercheur, et c'est porté pour l'art de connaissance. Donc, on a participé il y a fait 3 ans et ça marche très bien. Voilà, c'était ça. Merci, Gerardo. Donc, on constate la question que Maggie avait abordée, l'importance des savoirs locaux et des habitudes locales, c'est-à-dire l'importance de dialoguer avec ces savoirs locaux, soit pour s'appuyer sur, parce qu'il y a une vraie connaissance, soit pour les transformer, quand c'est le cas, pour aller dans le sens d'un peu plus de sécurité. Et deuxième point dans ce que vous dites qui m'intéresse beaucoup, c'est comment cette initiation à la science auprès des enfants ne va pas nécessairement conduire à faire des chercheurs, mais à transmettre, par exemple, des points liés à l'apprentissage sur les risques, la prévention des risques, par exemple. Est-ce que c'est ça? Donc, un programme comme celui que vous avez mentionné, Apprenti chercheur, ne va pas nécessairement former des jeunes chercheurs, mais va aussi les sensibiliser, par exemple, à des questions comme des questions liées au risque ou l'importance du développement durable, par exemple. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est surtout les nouvelles valeurs qu'on peut mettre dans la tête de ces jeunes, pas pour les faire chercher, ils sont très jeunes, mais au moins pour avoir une conscience de l'importance, dans notre cas, de la biodiversité et de la culture locale pour des problèmes comme, on peut dire, cyclone, tremblement de terre, pandémie, donc tous les risques qu'on parle aujourd'hui. Voilà. Si je peux, Oui. Saulo, je pense que Oui. c'est très important dans ce sens. C'est justement de pouvoir faire le lien avec la science. Donc, faire le lien depuis très tôt, mettre les enfants à côté de la science, quoi, parce que ce sont les générations futures qui vont travailler pour la science, avec la science, et pas forcément faire de la science. Donc, mais reconnaître la valeur de la science, reconnaître tous les bénéfices
qui sont venus de la science, issus de la science. Ça, c'est très important. On voit très carrément que la planète a besoin de ça, plus que jamais. Donc, des grandes générations amies de la science, ça, c'est vraiment très important à mon avis. Hein. Et ça démarre du très jeune. Très bien. Et pour notre question de l'éducation au risque, à quel point cette sensibilisation vis-à-vis de l'importance de la science, on voit avec la prolifération de fake news à quel point il est important de revenir aux valeurs sûres de la science, mais aussi l'importance de penser que cette initiation, cette sensibilisation vis-à-vis de la science peut venir avec toute une démarche de sensibilisation vis-à-vis des risques et d'une éducation au risque qui passe par cette ouverture vis-à-vis de la science. J'aurais une question à vous poser. Vous vous souvenez quand nous étions tous des jeunes étudiants et comme nous avons été initiés à la science et à la recherche, vous vous souvenez qu'on n'avait pas conscience d'un certain nombre de risques qui aujourd'hui prolifèrent. Par exemple, nous avons tous découvert Internet quand nous étions soit étudiants, soit chercheurs. Et aujourd'hui, les dernières années, nous avons vu les risques qui sont liés à la prolifération d'informations fausses à cause du pouvoir de transmission d'informations d'Internet. À votre avis, qu'est-ce que, là, c'est pas seulement l'enseignement supérieur, mais qu'est-ce que le système éducatif, l'enseignement supérieur en particulier, pourrait faire en termes de prévention par rapport à ce type de risque, qui n'est pas un risque naturel, qui est un risque, on va dire, semi-technologique lié à la technologie. Je veux dire, pour former les nouvelles générations d'étudiants, de chercheurs et de décideurs ou de citoyens. Je peux parler rapidement? Non, Fernando. Non, ça vient, ça va. C'est un mot pour répondre à ta question avec la réponse que j'avais donnée à la dernière question. Finalement, pour moi, c'est les méthodes scientifiques, la rigueur, car non pas avec un jeune et il voit qu'il faut être rigoureux, qu'on ne peut pas croire tout qu'on écoute, qu'on doit chercher, qu'on doit prouver tout. Pour moi, ça, c'est le plus important. Si on réussit à transmettre cette valeur d'être rigoureux, tout chercher, pas croire les choses de façon aveugle, déjà on a fait beaucoup. Donc voilà, c'était ça. Merci. Oui, c'est très intéressant. Je vais vous laisser la parole, mais Muriel et Katinka ont pensé à un focus sur les rapports entre sciences et société. Il y a 2 jours, on parlait de sciences participatives, sciences citoyennes. Donc, ce qui serait intéressant, c'est à la fois de revenir sur le besoin pour la science de développer des méthodes où les citoyens qui soient un peu plus en connexion avec les citoyens, mais aussi revenir par rapport à l'éducation et montrer à quel point faire un travail sur les 2 fronts, à quel point il est important pour que les étudiants et les jeunes, les élèves soient un peu plus imprégnés de cette méthode scientifique de rigueur scientifique. Qui souhaite intervenir sur ce point, c'est vous. Notre expérience ici à Cuba, est-ce qu'il n'y a pas de perception de risque de pandémie? C'est notre problème. Et je pense que ce n'est pas seulement la science, mais aussi l'éducation des enfants dans l'école à montrer les risques. C'est plus important à communiquer les risques qui sont associés à la pandémie. Et on peut faire ça avant l'université, dans l'école avec les jeunes qui après seront à l'université. Nous sommes en train de faire ça ici à Cuba, mais c'est difficile. Fernando, ce que vous dites là est très intéressant parce que, sauf erreur de ma part, c'est ce que j'ai vu à Cuba, quand il y a un risque de cyclone, la société automatiquement a des réflexes pour se protéger contre les risques de cyclone. Exactement. Mais comment, à votre avis, pourquoi cette démarche citoyenne vis-à-vis des risques naturels de cyclone, vous n'avez pas réussi à la transmettre par rapport au risque de pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était l'effet de surprise? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que c'est une nouvelle menace
et les populations doivent être éduquées pour le niveau de menace. Pour les cyclones, c'est d'habitude, on est habitué à les cyclones, on peut préparer pour les cyclones, mais la pandémie, c'est nouveau. Il n'y a pas d'information, beaucoup d'informations. D'accord. Donc, une nouvelle menace qui arrive à un moment où probablement vous avez reçu par WhatsApp des fausses informations sur la pandémie, etc. Exactement. Oui, quelqu'un souhaite intervenir sur ça, donner, donc oui. son expérience. C'est un débat très animé, donc Maggie et Moacir qui souhaitent intervenir. Maggie, s'il vous plaît, Maggie. Mais oui, je voudrais tout de suite enchaîner parce qu'on est proche de Cuba, c'est un pays, je dirais, sœur ou bien frère. Donc, c'est presque culturellement la même réaction, sauf que Cuba a été un peu éduqué à faire la prévention face au cyclone. Pourtant, en Haïti, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé que ce soit au niveau de l'État, parce que bon, il y a toujours pas suffisamment de moyens. C'est vrai qu'il y a un centre d'opération d'urgence, mais qui vient plutôt en aval et non pas en amont. Et en termes de formation des formateurs, des enseignants, voire au niveau de l'école, il n'y a pas suffisamment de documentation et de matière pour pouvoir sensibiliser les enfants, sensibiliser les jeunes. Donc, ce qui fait que, et je pourrais prendre un élément culturel aussi, en Haïti, il y a le bon Dieu bon. La personne dit, ah, puisque Dieu est bon, rien ne m'arrivera. Et à partir de ce bon Dieu bon, et il n'y a pas de prévention, il n'y a rien du tout. Donc, c'est arrivé pour nous dans les questions cycloniques, c'était arrivé pour les tremblements de terre. Et si vous voyez maintenant en Haïti des maisons qui ont été répertoriées par le ministère des TPTC comme maisons non édificantes, si je peux le dire comme ça, on ne doit pas y vivre, les gens, les familles continuent à y habiter. Et là, en face de moi, de mon bureau, avant-hier, je disais que je devrais filmer quelqu'un qui est sur une maison pratiquement écrasée, presque, qui ne tient pas, et qui est en train d'y vivre normalement avec sa famille. Et c'est en face de mon bureau là. Donc, c'est pour vous dire que je ne sais pas si c'est dans la Caraïbe, il nous faudrait peut-être regarder au niveau culturel. Il y a ce côté religieux qui peut-être casse toute rigueur que vient de dire notre collègue scientifique par rapport aux recherches, par rapport aux préventions et même par rapport au moment où on doit répondre directement quand il y a une catastrophe naturelle ou autre. Et puis pour le COVID-19, c'est pire. Heureusement pour nous, on n'a pas été atteint vraiment par le COVID et je voudrais vraiment proposer à l'AUF, s'il n'y a pas des chercheurs qui seraient intéressés à joindre l'université en Haïti pour chercher pourquoi on n'a pas été atteint aussi avec un taux aussi élevé que les États-Unis, par exemple. Parce qu'on a eu 271 morts seulement, on a eu environ 30 000 des cas, mais qui ne sont 30 000 cas, mais 28 se sont repris et rapidement. Donc, est-ce que c'est la culture de boire, d'utiliser les plantes médicinales, comme notre collègue venait d'en parler? Est-ce que c'est le soleil? Mais il y a le soleil aux États-Unis. Donc, il y a quand même un point d'ancrage à chercher dans notre région pour savoir pourquoi le Brésil a été si frappé et pas Haïti, ou bien Cuba, ou bien la République dominicaine, alors que Haïti est dans un contexte insalubre et on est dans un contexte de pauvreté réelle où les gens n'ont pas accès à cette possibilité et de prévenir, et quel que soit le risque, voire le COVID qui est maintenant à une phase 2. Pourtant, nous, on n'a pas vraiment été touchés. Donc, c'est un élément pour nous important et dans la région pour chercher à comprendre entre République dominicaine, Cuba, Brésil et Haïti,
qu'est-ce qui a fait que le COVID, malgré les gens n'ont pas mis leur masque jusqu'à présent, ils sont dans les marchés. On a eu le carnaval avec 1 million de gens. On a eu des manifestations avec 1 million de personnes et ils n'ont pas été touchés. Sinon, la maladie n'a pas fait son chemin en Haïti. Merci, Maggie. Donc, ces zones d'incompréhension vis-à-vis de la pandémie, on n'a pas d'éléments de réponse, mais on peut s'interroger ce que nous pouvons faire pour transformer l'attitude de la population en termes de prévention. Je crois que Moacir souhaite intervenir. Ensuite, je vais vous communiquer une question posée par quelqu'un qui est dans le public. Donc, je vous rappelle, à vous qui nous suivez sur Zoom ou sur Facebook, que vous pouvez nous poser des questions que je transmettrai aux panélistes. Donc, Moacir. Oui. Je voudrais apporter deux points sur ce qui a parlé Fernando et aussi Gerardo et Maggie. Le premier concerne l'éducation carrément au risque, parce qu'on sait bien que la pandémie, ce n'est pas une nouvelle. C'est-à-dire des grosses épidémies se sont répandues dans le monde. On a vu Ebola, on a vu la grippe chinoise, etc. Donc, les risques, et dit-on, toujours, on avait ces risques. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas éduqués aux risques, dans le sens quels sont les risques qu'on a dans le jour au jour. C'est-à-dire, il y a les catastrophes naturelles, bien sûr, les cyclones tropicales, tout ça, mais il y a aussi les risques sanitaires, il y a les risques technologiques, il y a d'autres façons et d'autres formes de risques que nous n'avions pas l'habitude de discuter sur ça. Donc, ça, c'est très important qu'au moment qu'on va parler aux enfants, à la nouvelle génération, qu'ils sachent qu'il y a des risques partout, quoi. Ils sont toujours là. Donc, l'apport de l'éducation au risque passe forcément pour montrer toutes les possibilités de risques qu'on a confrontés le jour au jour. Donc, ça c'est notre premier point. Le deuxième point, si je peux, c'est la science citoyenne. C'est-à-dire, il faut donner du sens à la science pour les populations. On a, par exemple, un cas de succès, un autre cas de succès, qui c'est sur les observations des océans. On a des applicatifs sur cette machine du démon, hein, c'est-à-dire, donc on a des applicatifs qui les gens au bord de la mer sont capables de dire, écoutez, on a une pression atmosphérique certaine, on a une vitesse de vent qui c'est plus important là maintenant, etc. Et tout ça peut être envoyé au centre des observations. Donc, ça donne du sens à la science pour les gens, pour les populations. Et même aux enfants. Pourquoi ta bouteille d'eau n'est pas forcément si chaude que l'environnement, par exemple. Donc, donner du sens à la science, c'est très, très important, ensemble avec la science citoyenne dans les jours à jour. Merci Moacir. On a des questions du public. Donc, Félix Coelho Aladassi, qui est en Afrique de l'Ouest, s'interroge pourquoi les jeunes s'intéressent davantage, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, davantage aux formations littéraires au détriment des formations scientifiques, technologiques. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Et bon, moi, j'ajoute une question. Cette thématique n'est pas nécessairement liée à la question des risques, parce que nous pouvons, à travers une formation littéraire, transmettre la sensibilisation vis-à-vis des risques. Et Francine Deprat pose une question intéressante. N'y a-t-il pas un paradoxe entre la prise en compte du contexte et la prise en compte des principes de prévention des risques? Est-ce que vous pensez que c'est paradoxal, cette préoccupation avec les savoirs locaux et la préoccupation avec la prévention des risques? Qui souhaite intervenir sur une de ces deux questions? Vous êtes un peu intimidé par les questions du public? Je peux parler sur la deuxième question, parce que la première question, c'est très complexe. Je crois que c'est une question surtout très locale, ça dépend du pays. Donc, je n'ai pas les éléments pour ça.
Mais pour la deuxième question, je crois que c'est, dans mon cas, pour la recherche, c'est hyper important parce que, par exemple, dans le cas, un cas très pratique, le projet COVID-19 que nous avons avec la UF, okay? C'est la recherche des plans médicinaux locaux pour chercher des alternatives pour la thérapie anti-COVID. Donc, pourquoi, avec quoi on va travailler ici? Ici en Guadeloupe, pareil qu'à Haïti ou à Cuba ou au Brésil, on a une biodiversité très riche et on doit travailler avec la biodiversité que nous avons parce que c'est ça les armes qu'on peut avoir pour travailler, pour développer la recherche. Donc là, c'est une application très claire d'un problème global, un risque global qui touche tout le monde avec la culture locale pour essayer de sortir des alternatives. Pareil, par exemple, avec les sargasses. Par exemple, les sargasses, ça touche Brésil, ça touche Cuba, ça touche Haïti, ça touche Guadeloupe. Les sargasses, chaque pays essaie de sortir des solutions qui sont adaptées au pays. Donc, le point là, c'est essayer de travailler avec la culture locale que nous avons et les solutions locales pour des problèmes globaux parce que ce ne sera pas la même solution que va trouver en Guadeloupe, par exemple, qu'à l'Espagne. Donc, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est important. C'est contextualiser bien les problèmes globaux. Voilà. Merci. Oui, j'ai vu les deux questions et je pense que chaque pays est différent. Les cadres est différent de chaque pays. À Cuba, nous pensons que le rôle du gouvernement, c'est très important dans la dissémination des risques de la pandémie, mais aussi les mesures avec les hôpitaux. Et aussi, je pense que le rôle de l'université est aussi très important. À élever la compréhension de risques de pandémie, à faire la recherche scientifique dans le champ de la pandémie, sensibiliser les étudiants avec ces problèmes et diffuser cette information. Merci. Oui, si je peux. Je ne crois pas qu'il y a des paradoxes. Je pense que ce sont des choses qui viennent ensemble, en fait. Donc, ce n'est pas la peine de faire une éducation au risque sans parler de prévention. Donc c'est absolument nécessaire de prendre en compte les préventions parce qu'en fait, c'est la prévention qui va nous apporter des moyens de faire face à tout ce qui nous arrive. Donc, éducation au risque, à mon avis, c'est surtout éducation à la prévention des risques. Donc, c'est-à-dire, c'est à la base, quoi. Ça vient ensemble, en fait. Merci. Une question. Oui, pardon. Je peux faire un point? Allez-y. Oui, par rapport à la prévention des risques, c'est important. Et comme notre collègue a dit, Fernando, c'est l'État et au plus haut niveau qui doit s'en charger par rapport à une campagne de sensibilisation et de manière récurrente, puisqu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Mais aussi, le rôle de l'université aussi, c'est de créer des filières qui sont liées au risque. Créer de nouvelles filières, de nouveaux diplômes, de nouveaux certificats pour inciter les jeunes, parce qu'on veut insérer les jeunes, mais il n'y aura pas assez de postes de travail, d'emploi dans le domaine de la construction. Il n'y aura pas pour tout le monde, il n'y aura pas dans l'hôtellerie pour tout le monde, mais l'État aussi peut encourager l'université à créer des filières et soit des BS, et des maîtrises aussi, doctorats pour donner plus d'engouement aux jeunes, de se sentir valorisés, mais dans un métier qui va sauver la vie des gens et travailler dans les collectivités, dans les mairies. Donc, je crois que c'est important ce rôle de l'université. Et en termes de formation continue aussi et de renforcement de capacité, de revenir, de créer une récurrence sur les formateurs, sur les enseignants, et puis aussi et d'organiser comme vous faites des conférences, des ateliers, d'aller sur le terrain. Ça doit être tout un dispositif de formation et d'information.
Et en plus, avec l'apport de nouvelles technologies, en particulier les technologies spatiales aussi, donc on peut trouver d'autres filières en termes d'imagerie satellite, en termes de systèmes d'information géographique. Donc, ce que les jeunes aiment maintenant, c'est d'utiliser les gadgets électroniques, donc apporter-leur, à travers cette technologie, les filières sur les imageries satellites. Donc, ils peuvent faire à la fois les deux. Ils veulent avoir du temps pour jouer, mais aussi ils ont ce gadget en main, l'informatique en main, et ils pourront en faire carrément un métier, et puis qui à la fois lui sert pour gagner sa vie, mais aussi pour sauver des vies. Donc, je pense qu'il y a un saut qualitatif et quantitatif à faire pour réorienter les jeunes vers des filières qui sont liées au risque, mais qui sont tout aussi modernes pour pouvoir faire des interventions générales. Merci, Maggie. On s'approche de la fin. Je voudrais vous poser une question en fusionnant plusieurs questions qui ont été posées par le public. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous dire ce que le ministère de l'Éducation dans vos pays respectifs fait dans ce domaine de la thématique de l'éducation au risque? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez des exemples de projets développés dans des universités qui soient dans ce domaine de l'éducation au risque, des projets avec des résultats, donc les projets qui ont été mentionnés par Gérardo et Moassier sont des projets peut-être transversaux qui émanent de la société civile, mais de la part des universités. Et troisièmement, est-ce qu'à votre avis, la mobilité internationale étudiante peut jouer un rôle dans ce processus d'éducation au risque? Et qui prend la parole? On a 5-10 minutes pour nous quitter. Donc, qui souhaite commencer? Donc, le rôle des ministères de l'éducation dans vos pays, l'université et la mobilité. Oui, Moi aussi. Je peux commencer. Je pense que l'État a un rôle très important là-dessus. Donc, c'est très bien l'État qui donne les chemins, qui donne les éducations et qui donne aussi l'argent. Donc, l'État, et je ne parle pas du gouvernement là, hein, je parle de l'État, a un rôle très important. À mon avis, on a eu une avance assez importante quand le ministère de Sciences et Technologies de l'Éducation au Brésil a dit, écoutez, nous avons un agenda. Il s'agit des ODD, des 17 ODD, il s'agit de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, travaillez, s'il vous plaît, pour insérer ça dans vos plans et programmes pédagogiques, etc. C'est justement ça qu'on fait là maintenant à l'Université fédérale de Pernambuco, à Recife, et un peu partout au Brésil. Donc, c'est très important. Alors, le deuxième pas, c'est de faire la même chose avec l'éducation au risque. Parce que là, c'était avant la pandémie. Donc, la pandémie nous a apporté plus que jamais cet avis sur qu'il ne faut pas se contenter à prendre en compte l'agenda 2030 de l'ONU et aussi l'agenda des ODS, des 17 ODS. C'est très important, mais pas suffisant quand on pense en risque. Donc, il faut amener l'éducation au risque, à mon avis, ensemble. Donc, aussi bien de la part du ministère que de l'université, une prise en compte des ODD de l'agenda 2030 comme feuille de route pour la mise en place d'une éducation au risque. Très bien. Ensemble. Oui. Et qui souhaite intervenir à ce sujet? Donc, le rôle du ministère, de l'université et peut-être de la mobilité internationale. Je peux donner deux mots rapidement. Nous, maintenant, à l'Université des Antilles, nous avons des directrices de modification de maquettes et une des directrices qu'on a reçues, c'est faire des formations beaucoup plus pratiques et beaucoup plus appliquées. Donc, appliquées, comme on a dit avant, aux problématiques locales. Donc, par exemple, sargasses, chlordécone, essayer d'amener ces problèmes que nous avons ici à la formation. Donc, ça, c'est très important, avoir une formation plus pratique et plus réelle pour attirer plus les étudiants. Et après, pour la formation internationale, moi, je crois que c'est clé. Par exemple, on a beaucoup d'interactions avec le Brésil, on a beaucoup d'interactions avec Cuba, avec Haïti. Actuellement, il y a un étudiant qui fait la thèse dans nos laboratoires haïtiens qui partage la co-tutelle entre nous et l'Université d'État d'Haïti. Et tout ça, ça donne une richesse énorme.
elle fait les liens beaucoup plus forts et ça permet d'avoir des formations. Par exemple, cette étudiante haïtienne s'appelle Valentin Tesnor, elle est partie à Valence, à l'Espagne, s'est formée et maintenant toute la connaissance qu'elle a, elle va mener ça à son pays pour faire la recherche là. Donc, c'est hyper important pour toutes ces formations, aller plus loin dans la prévention des risques et pour faire front aux risques, comme nous on fait maintenant. Gerardo, et cette initiative de l'université rejoint une préoccupation du ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Hein? Mais moi, je crois que c'est quelque chose de général en toute la France. C'est essayer d'aller ce mot. Ils nous ont demandé spécifiquement faire des formations plus pratiques, ça veut dire avoir beaucoup plus de TP, de travaux pratiques, pour avoir des formations vraiment que les étudiants mettent la main dans le travail, que soit un peu moins théorique et plus pratique. Et je crois que ça, c'est quelque chose de général. Merci Fernando et Maggie. Donc au sujet de cette question, donc le rôle du ministère, le rôle de l'université avec des exemples et éventuellement la mobilité internationale pour construire une éducation au risque. Je dirais que, pardon, vas-y, Fernando. Non, après vous, madame. Allez-vous. Oui, je dirais qu'au niveau des actions qui ont été menées par le gouvernement, il y a le plan national de gestion de risque 2019-2030 qui a été élaboré par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et y compris le ministère de l'Éducation qui était partie prenante. Et il y a aussi le PNUD qui a travaillé avec l'Université d'État d'Haïti ainsi que le ministère de la Planification sur la gestion des risques avec des plans de prévention. Il y a environ 18 plans de prévention de risques qui ont été élaborés. Mais l'essentiel, c'est qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est à travers de cadres d'orientation curriculaire qu'on a d'ailleurs validé la semaine dernière, et que j'avais l'honneur de représenter le ministre et d'ailleurs. Et nous avons prévu justement de rentrer des cours qui ont rapport avec la gestion des risques, l'environnement lié aux cours d'entrepreneuriat. Donc, c'est un nouvel engagement et que nous avons pris sur 2054. Donc, c'est là qu'au niveau du système de l'éducation nationale et au niveau du cadre national de certification, on va permettre que les jeunes, très tôt, soient mis en relation avec les éléments de risque, les éléments de gestion, les éléments de prévention et d'intervention, dépendamment de la zone, puisqu'on espère que les modules, comme on l'avait dit au début, seront des modules qui sont spécifiques à la zone par rapport au type de risque ou de désastre éventuels qui ont été prévus dans les cartes de risque disponibles. Donc, en gros, c'est un travail qui n'a pas été mis déjà en exécution, mais c'est une prévision pour que nous puissions préparer un autre Haïtien, une autre Haïtienne pour célébrer nos 250 ans d'indépendance en 2054. Merci. Merci Maggie. Juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire, parlons rapidement de l'avenir. À votre avis, à partir des pistes qui se sont dégagées ici, donc l'importance, le rôle central de l'enseignant, le rôle de vecteur auprès donc, des nouvelles générations, l'importance de prise en compte du contexte, mais aussi de dialogue avec les institutions. À votre avis, que pourrions-nous faire, peut-être à partir de ce groupe qui vient de se rencontrer, que pourrions-nous faire pour concrètement proposer des lignes directrices pour une action concrète autour de l'éducation au risque? On a juste quelques minutes, donc n'hésitez pas à réagir rapidement, s'il vous plaît. Qui souhaite intervenir? Moi, je souhaite répondre rapidement pour dire que, selon moi, c'est la collaboration qui est un point essentiel. Et on a tous des idées, on a tous des actions, on a tous des connaissances, des expériences. Okay? Maintenant, si la collaboration entre chercheurs, entre laboratoires, universités, les associations et les services spécialisés, et puis une collaboration aussi nationale, mais aussi internationale. Donc, il nous faut avoir aussi une carte
de collaboration sur ce que le Brésil peut apporter à Cuba, ce que Cuba peut apporter à Haïti, ou ce que tous ensemble, nous pouvons partager. Donc, si les acteurs publics et privés, les organisations de la société civile, les universités, les établissements scientifiques, les instituts de recherche conjuguent davantage leurs efforts et ils pourront créer des occasions de collaboration et cela va donner des résultats nationaux, des résultats régionaux et des résultats internationaux. Merci. Donc, comme point de départ, une espèce de cartographie pour qu'on prenne conscience de ce qui se fait dans la perspective d'un échange et d'une coopération. Qui souhaite juste dire un mot pour qu'on puisse se quitter ensuite? Un mot, oui. Je pense qu'il faut penser, il faut surtout prendre en compte la possibilité de créer, d'établir un réseau pour l'éducation au risque. On a beaucoup de réseaux qui travaillent sur les risques, surtout les risques industriels, etc., etc. Mais un vrai réseau, et là, je pense qu'on a de quoi démarrer ça déjà, hein, Saulo, et tous les collègues aussi. Un réseau, la UF peut aider dans ce sens. Hein. J'ai fait une petite provocation là, excusez-moi, mais je pense que la UF peut très bien aider dans ce sens d'établir un réseau pour l'éducation au risque, où on pourra échanger pas seulement la recherche, mais aussi les bonnes pratiques dans chaque pays. Je pense que ça pourrait être très intéressant et une innovation, je dirais. Hein? Une vraie innovation. Vous êtes tous témoins de la bonne volonté de Moacir et surtout qu'on est enregistré, hein, Moacir. Oui, bien sûr, bien sûr. Gerardo, bien sûr. Fernando. Oui, je suis totalement d'accord avec moi aussi, Maggie. Et la collaboration, c'est clé. Et la possibilité d'établir un réseau, surtout avec les compétences que nous savons qui sont très différentes grâce à l'organisation que vous avez fait, c'est très bien. Mais il y a un point que je vais rebondir, c'est il faut au moins que nous, au laboratoire, sommes en train d'y aller, c'est la participation citoyenne. C'est 100 fois plus faire participer à tout le monde, au grand public, de tout, de l'université, de la recherche, avoir ces points. C'est compliqué pour nous parce qu'on a une tendance très forte à rester dans le laboratoire, là, mais je crois qu'il faut aller vers la participation citoyenne parce que dans les cas de pandémie, dans les cas de risques, comme par exemple le cyclone volcanique, c'est clé. Il faut que les personnes soient conscienciées et qu'on soit à côté d'eux. Merci. Fernando, vous souhaitez juste dire un mot et ensuite on se quittera. Oui, je suis d'accord qu'on doit utiliser le réseau AOF sur AOF, dont il y a beaucoup d'entités, universités, instituts de recherche, pour diffuser l'information que nous avons de le risque à la santé et à l'éducation. Nous avons beaucoup d'opportunités pour la diffusion de cette information. Merci. Merci. Donc, vous comptez sur nous. Donc, nos collègues Muriel Cordier et Katinka Birna sont là. Elles nous ont bien écoutés et comptez sur l'AUF. On va voir de quelle façon nous pouvons avancer à partir de cette discussion pour aboutir à des actions concrètes dans le domaine de l'éducation au risque. Je voudrais encore une fois vous remercier, vous quatre, Maggie Durcé, Moacir Araújo, José Fernando Martínez Hernández et Gerardo Cebrián, de votre disponibilité, d'avoir accepté cette invitation. C'était un premier rendez-vous, j'espère qu'on pourra continuer à collaborer. Merci à vous tous et à tous et à toutes qui avez suivi ce webinaire qui fait partie d'un cycle sur l'actualité des réseaux francophones. À bientôt sur Zoom ou sur Facebook pour suivre les prochaines séances du cycle de webinaires proposés par l'AUF en partenariat avec le portail de Conversation France. Merci et à bientôt. Merci. À la prochaine. Merci. Très plaisir. Hein? Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.